Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 6 juillet 2021. Comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où on a une séance sans grand changement étant donné que Wall Street était fermé hier pour cause de jour férié. Donc ce matin, les bourses européennes ont débuté la séance un peu dans le rouge, en l'absence de nouveaux indicateurs, des marchés qui évoluent sans direction claire, on va dire. Les bourses européennes ont clôturé dans le vert hier, soutenues notamment par la publication de statistiques confirmant la bonne marche de l'économie. Aujourd'hui, les investisseurs suivront aussi la publication des chiffres de vente au détail en zone euro qui ont été publiés à 11 heures ce matin, qui sont ressortis supérieurs aux attentes, donc toujours des indicateurs économiques plutôt encourageants. Et cet après-midi, ils prendront aussi connaissance de l'ISM des services aux États-Unis. Donc une séance normalement plutôt calme, avec pas trop de données économiques, mais la suite de la semaine, elle, sera animée entre autres par la publication mercredi des nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne et aussi du compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale. Toutefois, comme vous le savez maintenant, le prochain gros catalyseur à venir pour le mois de juillet, ce sera les anticipations de résultats pour le deuxième trimestre, dont les publications débuteront la semaine prochaine, et cela devrait continuer et en tout cas d'assurer un soutien aux actions, puisque selon les dernières données de Refinitiv, les profits du stock 600 devraient avoir rebondi de 104% sur un an au cours de la période avril-juin et ceux du S&P 500 américain de 65%. Donc là, pareil, on s'attend quand même à des résultats plutôt excellents, voire très bons pour le second trimestre. Et donc, cela devrait aussi continuer de driver l'indice américain, mais aussi les indices européens. Donc, à suivre pour savoir si les sociétés vont publier des résultats supérieurs aux attentes, surtout avec la reprise économique qu'on connaît maintenant depuis plusieurs mois. Et justement, pour un peu matérialiser les actions qui contribuent le plus au rendement du S&P 500, comme le montre ce graphique, on se rend compte tout de suite que le S&P 500 reste drivé essentiellement par 20 sociétés, notamment la tech, comme vous pouvez le voir, qui ont clairement une grosse part, un gros pourcentage en tout cas de capitalisation au sein de l'indice, dont Microsoft, Alphabet, Facebook, Nvidia. Donc pas mal de tech. Finalement, on est quand même très concentré sur la tech, les valeurs bancaires, quelques valeurs autour de l'énergie, avec United Health, Wells Fargo, Exxon. Mais sinon, pas mal de tech, dont la numéro 1 reste Microsoft, Alphabet, Facebook, Cisco Systems, Adobe, PayPal, Amazon, et ensuite c'est surtout les bancaires, donc JP Morgan, Bank of America, on a Goldman Sachs aussi. Donc toutes ces sociétés-là vont être un peu attendues au tournant. Je ne m'inquiète pas trop pour les techs qui normalement nous ont toujours pas déçus. En tout cas, elles n'ont jamais publié de résultats en dessous des attentes, que ce soit durant la crise du Covid ou même après. Donc, encore une fois, on devrait s'attendre à des publications plutôt excellentes. Pareil pour les bancaires, logiquement, qui ont quand même fortement rebondi depuis la crise du Covid. Mais voilà, ce petit graphique permet de mettre un peu en perspective quelles sont les sociétés surtout qui
contribue à la performance du S&P 500, qui est censé reconstituer 500 sociétés. Mais là, très clairement, on a une grosse concentration de la performance autour de seulement 20 sociétés. Et après, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de filtrer encore un peu plus l'indice pour se rendre compte vraiment comment la performance est réalisée au sein du S&P 500. Et finalement, on se rend compte que seulement 5 sociétés vraiment font la performance du S&P 500, dont la tech, comme je vous le disais juste avant. Et là, très clairement, on a quand même 5 sociétés, donc, dont Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook. Je pense qu'on pourrait même en rajouter une 6e actuellement avec Nvidia qui explose à la hausse, mais qui représente actuellement 22% de l'indice, ce qui est énorme. On pourrait même avoir un S&P 495 finalement. On est sur des sociétés qui représentent maintenant 22% de l'indice, ce qui est quand même énorme. Au plus haut, en 2020, on a quand même atteint les 24%, donc à elles seules, quand même, elles ont une pondération au sein de l'indice qui est quand même assez impressionnante, et donc on se rend compte que ces valeurs, l'indice est trop concentré autour de la tech. Très clairement, pour rappel, en 2000, lors de la bulle des dot-com, on avait atteint à peu près les 18%. Là, au plus haut de 2020, quand l'indice Nasdaq avait explosé, alors que le S&P et le Dow Jones étaient encore un peu à la traîne, on est monté à 24%. Ensuite, on a eu un rattrapage avec une orientation sur les valeurs dites de value, alors que durant la crise du Covid, eh bien, les opérateurs se sont intéressés uniquement aux valeurs de croissance, donc toutes les techs. Derrière, avec l'augmentation, la hausse des taux, en tout cas, eh bien forcément, cela a profité aux bancaires, donc elles ont un peu cédé du terrain, mais on reste quand même très très concentré autour des valeurs technologiques, et donc forcément, d'où un peu le nom que j'ai mis à ce graphique, un trompe-l'œil, car l'indice S&P 500, qui est un peu l'indice de référence mondiale, est censé un peu représenter la situation, je n'ai pas envie de dire économique, mais macro de 500 sociétés, et finalement on reste ultra concentré autour des techs qui représentent quasiment un quart de l'indice. En tout cas, au plus haut, on était monté quasiment à 24-25%. Là, aujourd'hui, on est redescendu à 22%, donc allez, un cinquième de l'indice, mais c'est beaucoup trop pour un indice qui est censé représenter en tout cas 500 sociétés, sachant que actuellement, je pense que si, comme je vous le disais, on rajoute Nvidia, eh bien, à mon avis, on n'est pas très loin des 24-25%. Donc, cela permet encore une fois de prendre du recul toujours pour savoir quelles sont les sociétés qui sont les plus performantes, celles qui font le plus de performance. Et donc, les techs, forcément, seront très scrutés dans les jours et les semaines à venir avec la publication des résultats du second trimestre. Donc, évidemment, encore une fois, si les résultats dépassent les attentes et atteignent des niveaux stratosphériques, forcément, j'ai envie de dire, eh bien, la hausse de l'indice devrait se poursuivre durant l'été. Côté graphique maintenant, direction notre indice national avec le CAC 40 qui fait un peu du surplace, je trouve. Il ne se passe pas grand-chose dans l'attente d'un prochain catalyseur, mais là, très clairement, depuis vendredi, on fait du surplace, on fait un peu du yo-yo. Je ne trouve pas d'opportunité ou de plan de trading très intéressant. On a des indices qui, en tout cas en Europe maintenant, qui commencent à se stabiliser, un peu à se tasser, alors que outre-Atlantique, on a le Nasdaq et le S&P 500 qui enchaînent des records.
Mais là, depuis la grosse baisse sur le haut de canal, eh bien, on se stabilise. Je ne vois vraiment pas de plan de trading très intéressant sur l'indice CAC 40. Pour moi, on est toujours un peu dans une zone de neutralité, étant donné qu'on vient toujours, on teste la borne basse de notre canal, tout simplement. Donc là, actuellement, ça tient. Euh, bon, on tente quelques excès baissiers, mais pas d'inquiétude. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une phase un peu de correction, voire de stabilisation à court terme, mais que l'indice, bon, a besoin d'un nouveau catalyseur. Donc, dans l'attente des résultats à venir à partir de la semaine prochaine, notamment, qui devrait peut-être donner un nouveau souffle au CAC 40. En tout cas, les zones clés maintenant qui m'intéressent, ce serait bien entendu une cassure de cet oblique, surtout si la Kijun là se met à plat et qu'on a une cassure Tenkan Kijun dans les prochains jours. Logiquement, je considérais que cela constituerait un signal technique haussier. Donc si on parvient finalement à ne pas s'extraire par le bas de ce canal haussier et qu'on a une belle bougie flux qui vient nous casser la Tenkan, la Kijun et cet oblique, eh bien, pourquoi pas avoir une nouvelle jambe de hausse avec une anticipation des résultats à venir en France. En revanche, si le marché manque très clairement de carburant et ne parvient pas à s'extraire des 6550, 6580, eh bien, je vise toujours un repli pour venir chercher la MM50. Donc, une correction encore plus appuyée au cours des prochaines séances pour venir chercher les 6470 points. Mais là, très clairement, je trouve que on est un peu dans une bataille entre acheteurs et vendeurs. Enfin, on est en pleine indécision. Depuis maintenant presque une semaine, le marché ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc, j'attends qu'on casse des niveaux avec des bougies flux pour qu'on ait au moins une belle force acheteuse ou un retour sur un niveau clé, à savoir pourquoi pas cette oblique baissière, mais surtout la moyenne mobile 50 vers les 6465 points. Et en données 4 heures, bon, pas d'éléments clés, on est toujours un peu sur cette pseudo-zone de polarité, j'ai envie de dire. Aux alentours des 6525 et 6510 points. Donc voilà pourquoi je suis un peu tiraillé. On est un peu sur une zone de polarité intermédiaire, une belle résistance au-dessus de la tête. Ici, on a une zone de congestion. Donc effectivement, si on enfonce cette zone, eh bien, j'irai chercher ma zone, ma prochaine zone, à savoir la moyenne mobile 50. Et au contraire, si on parvient à s'extraire des 6580, eh bien, pourquoi pas avoir une nouvelle jambe de hausse, comme je vous le disais, avec anticipation des résultats à venir. Concernant le DAX, maintenant, même constat, on est dans un range toujours, on a du mal à sortir, toujours dans cette zone de congestion. L'avalement baissier tient toujours, mais pour autant, il n'a pas déclenché une impulsion baissière conséquente, j'ai envie de dire. En soi, il reste toujours vivant. Il n'est pas invalidé, étant donné qu'on n'a pas fait une clôture ou une belle mèche haute au-dessus des 15 840. Donc, pour l'instant, il a plutôt donné, ça a plutôt permis une phase de stabilisation, comme on peut l'observer maintenant sur pas mal de bourses européennes, enfin sur pas mal d'indices européens. Mais bon, tant qu'on n'enfonce pas la Tenkan, difficile d'avoir une dégradation plus importante de l'indice. Donc là, c'est sur les unités longues et à court terme, on est dans un range en fait, comme toujours, et on se stabilise. Difficile de mettre en place des plans swing très clairement sur l'indice depuis qu'on est rentré un peu dans la période estivale.
plutôt de l'intraday. Là, les plans swing, vous voyez que on fait pas mal de yo-yo. C'est difficile d'avoir des mouvements assez impulsifs et qui durent durant plusieurs jours. Là, vraiment, on a soit une belle bougie flux comme ici, mais derrière, on a un contre-pied et on évolue dans un range. Donc, un marché qui est plutôt réservé aux traders intraday, car là, mettre en place des plans swing, ce n'est pas évident, je trouve. On fait tellement le yo-yo, on est dans un range. Donc, si on va sur le mini DAX, sur les futurs, donc là, il y a très clairement le range daily qui est juste ici, entre 15 330, 15 350 et 15 750, 15 800. Mais on a surtout le range 4 heures, le range intermédiaire, qui est toujours en place, avec notre résistance au milieu. Donc, si on enlève l'Ishimoku, voilà, pour moi, on est toujours dans ce range-là. Je vais enlever, hop, voilà. Voilà un peu le plan sur le DAX actuellement. C'est vrai qu'il n'est pas évident à trader, mais on est toujours dans un range intermédiaire, 15 450, avec excès sur les 15 750, avec résistance intermédiaire, et à chaque fois, voilà, on fait de l'excès quand même, mais à chaque fois, les vendeurs sortent du bois pour tenter, en tout cas, d'amorcer un mouvement correctif, mais les acheteurs derrière, quand même, sont aussi assez présents. On pourrait dire qu'on a aussi un niveau de support intermédiaire juste ici. Donc, un range quand même assez piégeux, étant donné qu'on a une résistance intermédiaire et un support intermédiaire où à chaque fois, ici, on a une réaction des acheteurs. Donc, voilà un peu comment on pourrait cartographier, j'ai envie de dire, le DAX actuellement, d'où l'intérêt d'attendre voilà, les différentes zones pour intervenir ensuite. Donc, soit un retour sur 15 650, allez, 15 680, pourquoi pas avoir une réaction sur les 15 500, si ça casse, de nouveau se positionner sur les 14 450. Mais là, pour l'instant, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Très clairement, une fois que vous avez identifié les zones, vous voyez comment le marché réagit dessus, eh bien, il faut se montrer patient et attendre que le marché retourne sur ces zones et surveiller si on a un chantier de retournement ou de continuation pour savoir si on se positionne à l'achat ou à la vente sur ces différents niveaux clés. Concernant le Dow Jones, on a atteint mon objectif qui était de revenir sur la borne haute du range. Donc, les personnes qui se sont positionnées logiquement soit sur la borne basse, soit à la cassure de la borne haute, ont dû prendre quelques bénéfices vendredi après le NFP, qui était un peu mi-figue, mi-raisin, étant donné qu'on a eu certes des créations d'emplois supérieures aux attentes, mais le taux de chômage, lui, a augmenté. Donc, voilà, des investisseurs un peu tiraillés pour savoir si finalement la Fed allait resserrer dans l'immédiat sa politique monétaire ultra accommodante. Donc c'est l'un des critères quand même clés de la Fed, c'est l'emploi. Donc on a quand même toujours un taux de chômage, bon, j'ai pas envie de dire qui est élevé, mais on est passé de 5,7 à 5,9%, mais d'un autre côté, les créations d'emplois, elles, ont dépassé les attentes. Bon, ce qui fait que le NFP était plutôt positif, mais il n'était pas non plus excellent. En tout cas, ce n'était pas non plus un NFP très brillant. Si on avait eu en parallèle une baisse du chômage, oui, dans ce cas-là, ça aurait été un élément qui aurait pu très clairement inciter la Fed à resserrer plus rapidement que prévu sa politique monétaire, mais là, il faudra attendre un peu son prochain discours pour savoir sur comment elle va se positionner
face au dernier rapport sur l'emploi américain. Mais sinon, on est sur la borne haute du range. Donc là, très clairement, les marchés étaient fermés hier. Donc, on est sur un niveau clé. Et maintenant, j'attends de voir la réaction du marché sur la borne haute du range. Là, les futurs ne donnent pas beaucoup d'indications, je trouve. Mais on est sur les 34 800. Donc, niveau clé, objectif atteint pour celles et ceux qui avaient pris la sortie du range, qui avaient réussi à se positionner ici. Prise de bénéfice, logique, soit partielle, soit complète. On remonte sur stop et maintenant, soit on casse la borne haute du range et dans ce cas-là, accélération haussière vers de nouveaux records historiques. Sinon, dans le cas contraire, si chandelier baissier, eh bien, nouvelle fois, mise en place d'une stratégie ping-pong entre les deux bornes. Aussi simple que ça. Mais pour l'heure, en tout cas sur le futur, on n'a aucun signal de retournement baissier. Bien au contraire, on a des belles bougies flux haussières. Si on jette un coup d'œil rapidement sur les futurs, mais bon, on n'a pas beaucoup d'indications quand même. Je crois qu'on avait quand même une cassure Tenkan Kijun sur les futurs. Voilà, en données 4 heures. Ici, on avait quand même la belle cassure Tenkan Kijun. Bon, toujours pas de signal de sortie de position. En tout cas, on n'a toujours pas break la Tenkan. C'est vrai que ça peut être l'élément, le premier élément qui nous indique la sortie de position. Mais là, celles et ceux qui ont pris cette cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, bon, logiquement, on est toujours censé se laisser porter par le flux haussier tant qu'on n'a pas soit une grosse bougie flux baissière, soit une cassure Tenkan. Pour l'instant, on est pile poil dessus, donc à voir avec l'ouverture cet après-midi comment ça va se passer proche de la borne haute du range, mais là, en données 4 heures, j'observe aucun changement de retournement, on est plutôt sur des doji. Donc très clairement, j'attends l'ouverture US pour me positionner, pour voir un peu d'ici demain comment les prix vont évoluer. Et au contraire, est-ce qu'on va avoir une poursuite de la hausse ou bien un essoufflement de marché qui va de nouveau nous amener à une stratégie de trading range sur l'indice américain. L'euro-dollar, ça reste baissier. Comme je vous le disais, on a eu le dollar. L'euro s'est apprécié justement vendredi, étant donné que si la Fed ne resserre pas sa politique monétaire, eh bien forcément ça va pénaliser le dollar. Le dollar va rester un peu faible, alors que si elle augmente les taux plutôt que prévu, eh bien forcément la devise, elle, a tendance à s'apprécier. Mais dans l'état actuel des choses, on reste quand même sous un gros support, sous les 1,1875. La clôture hebdomadaire n'est pas brillante, je trouve. On a même enfoncé le support. Bon, ça reste baissier actuellement sur l'euro-dollar quand même. On est venu faire notre pullback. On a quand même Chikou qui est bloqué par la Kijun actuellement, mais c'est pas non plus un gros obstacle. Mais je garde toujours ce plan baissier en direction des 1,1750, 1,1740, étant donné que on est toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Alors on est venu pullbacker un peu la résistance des 1,1875, mais pour l'instant ça reste vendeur. Ça reste vendeur, on n'a pas de bougie de retournement, on est toujours bloqué sous la MM50. Vous voyez qu'à chaque fois, quand même, elle joue bien son rôle de résistance sur les gros niveaux en plus, donc ça peut même offrir des points d'entrée quand quand elle arrive en tout cas sur des niveaux clés, comme ce fut le cas sur les 1,1950 et là sur les 1,1875. Mais c'est baissier, hein, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc à voir cet après-midi. Mais là, très clairement, tant qu'on reste
enfin, tant qu'on ne parvient pas à reconquérir les 1,1875 avec une cassure de la MM50, je garde plutôt un biais baissier pour aller chercher un objectif final vers les 1,1740, 1,1710. En tout cas, pour l'instant, alors certes, ce matin, on a tenté de reconquérir ce niveau, mais les vendeurs continuent de mettre la pression. Donc, c'était plutôt un pullback. Et là, je ne vois pas, en tout cas, de changer de retournement ou d'éléments pouvant m'indiquer une reprise haussière sur cette paire. Donc, le flux reste baissier et les vendeurs gardent la main. L'AUD-USD, justement, on a eu un contre-pied sur cette paire après le NFP, puisqu'on a quand même eu un bel avalement haussier. D'où ma mise en garde jeudi en vous disant que une prise de bénéfice devait s'effectuer suite je visais un rebond puis de nouveau une baisse et qu'une prise de bénéfice devait s'effectuer ici, étant donné qu'on avait quand même la moyenne mobile 50 et qu'on arrivait sur un gros support et qu'on avait derrière le NFP et qu'en cas de contre-pied, eh bien, il était nécessaire de prendre quelques bénéfices pour éviter d'avoir justement ce scénario de range et de se faire stopper et de se faire reprendre tous ses gains par le marché. Car effectivement, tant qu'on n'enfonce pas ce support, pour rappel, qui est aligné avec la MM50, eh bien, difficile d'aller chercher les prochains niveaux clés pour aller chercher l'objectif final de l'épaule, tête, épaule. Donc, c'était une des conditions. Maintenant, on peut reprendre l'exercice qui est de savoir et de se dire qu'on a potentiellement un range et que de nouveau, il faut chercher des signaux vendeurs dans la zone pour mettre en place une stratégie de ping-pong entre les deux bords. Mais là, très clairement, en plus, on a eu la RBA ce matin. Bon, elle a opté pour le statu quo. Mais on pourrait très bien encore partir dans un range comme ici. Et donc, si on a changé de retournement, de nouveau partir à la baisse avec une nouvelle rotation complète des prix. Et inversement, si à l'ouverture cet après-midi des US, eh bien, on continue de pousser, on a quasiment, c'est dommage qu'on ait un peu de mèche ici, mais on aurait quand même un beau W, en tout cas signal de reprise haussière pour retourner sur les 0,7690. Mais là pour l'heure, en données 4 heures quand même, bon, on est plutôt sur un doji. Je considère qu'on n'a pas un chandelier de retournement, mais plutôt un chandelier d'indécision sur notre belle zone. Donc, encore trop tôt pour prendre une décision. Là, je serais incapable de vous dire avec ce chandelier si le marché va accélérer à la hausse ou au contraire se retourner. Plutôt attendre encore une fois l'ouverture à 15h30, étant donné que les investisseurs américains aiment bien driver cette paire. Donc on va avoir pas mal d'indications à partir de 15h30 pour savoir si le flux haussier qui s'est matérialisé à partir de vendredi va se poursuivre ou au contraire mettre en place une stratégie, une nouvelle fois une stratégie de trading range avec dans ce cas-là un stop loss au-dessus de la mèche pour viser 1, moyenne mobile 50, 2, borne basse du range. Donc on fera le point demain sur cette paire pour savoir si la direction à venir des prix, en tout cas l'historique futur, va nous donner un peu plus d'indications sur la direction des prix à venir. Eurocad, pareil, trading range sur cette paire, même si ça reste assez baissier, hein, on est aussi sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. On a amorcé une phase de consolidation finalement dans un range et là on se trouve sur la borne basse du range. Donc, même constat, encore une fois, c'est de savoir si oui ou non on se positionne sur la borne basse pour viser le milieu du range, les 1,47,
15 avec la moyenne mobile 50. Et en cas de cassure, dans ce cas-là, accélération en direction des 1,48 ou tout simplement, après une phase de consolidation qui a duré quand même depuis un peu plus d'un mois, eh bien, poursuite de la dégringolade baissière pour aller chercher 1,45 et 1,44. Là, ce que j'aime pas, c'est la bougie qu'on a eue vendredi. On a quand même eu une belle bougie flux et directionnelle. Donc, logiquement, qu'on ait une belle bougie comme ça, il y a une belle probabilité pour que ça casse par le bas. En tout cas, en données daily, je ne vois pas de bougie de retournement pour l'instant, et en données 4 heures non plus. Donc là, j'attendrai encore un peu. On fait pas mal de bougies d'hésitation, mais je n'ai pas une bougie, une belle bougie de retournement. Là, on est vraiment plutôt sur des doji, donc ça hésite. Donc j'attendrai quand même encore un peu, quitte à rater une partie du mouvement haussier si ça part à la hausse. Mais en tout cas, j'estime qu'il ne faut pas se précipiter sur cette paire, car on n'a pas suffisamment d'éléments techniques pouvant nous assurer une rotation des prix, une nouvelle rotation des prix. Et qu'à l'inverse, si on break très clairement ce support, eh bien, il n'y a pas grand-chose sous nos pieds. Je ne note pas un gros support intermédiaire. C'est pour ça que je reste quand même baissier sur cette paire. Je verrais bien une accélération à la baisse. On a très clairement du mal à reprendre de la hauteur. En plus, le dollar canadien, c'est du pétrole. Donc forcément, si le pétrole continue de grimper, le dollar canadien va se renforcer et donc logiquement l'euro CAD devrait continuer de chuter. Donc là, pour l'instant, à surveiller, mais la bougie de vendredi invite très clairement à la prudence. On avait pas mal de petites bougies, mais là on a quand même une belle bougie flux et directionnelle. Donc logiquement, ça montre quand même une certaine force de la part des vendeurs. Et on se trouve, voilà, on s'est arrêté si on se trouve sur le fil du rasoir, on s'est arrêté sur un niveau de support. Donc il manque pas grand chose maintenant pour de nouveau accélérer à la baisse. Donc à surveiller dans les prochains jours, mais je verrai bien quand même une sortie par le bas de ce range. Le gold, qui finalement ce matin nous tente quelque chose d'assez intéressant. Encore une fois, hein, j'aime pas quand le marché, quand le gold tout simplement casse des niveaux en l'absence des Américains. Comme ce fut le cas, c'était ici, on avait cassé un niveau clé, je me souviens plus. La bourse américaine était fermée et on s'était offert le luxe c'est pour ça que j'avais réajusté cette résistance derrière, mais à la base on s'était offert le luxe de casser une résistance clé alors que le marché américain était fermé et derrière, bon, énorme contre-pied et vous connaissez la suite. Et là, hier, même chose. Bon, on était encore dans la zone, puisque la zone c'est quand même 1790-1800, mais on a quand même tenté de sortir, de s'extraire par le haut de ce range avec des marchés américains fermés. Et j'ai toujours un peu de mal quand les bourses européennes prennent l'initiative, surtout sur le gold, qui est quand même un marché très contrôlé par les Américains. Bon, bah à voir, mais effectivement, pour l'instant, on a une belle bougie flux. Voyons voir à 15h30 si les investisseurs américains décident de poursuivre ce mouvement haussier. Mais effectivement, on est dans une reprise haussière, avec un peu un double creux qui est en train de se valider. Donc prochain TP, 1830 puis 1850. Pourtant, le dollar
se renforce. Je ne suis pas allé voir du côté des taux, mais très étonné de voir le gold prendre quasiment 1% sans vraiment d'avoir de grosses news, de gros catalyseurs autour du métal jaune. Mais voilà, sortie de range par le haut, un peu en W, mais assez larvé. Bon, plutôt encourageant. Maintenant, j'attendrai un pullback derrière pour me repositionner à l'achat si c'est validé à la clôture ce soir. Si vraiment on parvient à s'extraire de la zone hebdomadaire, voilà, des 1800, si on prend les mèches au plus haut, c'est 1797, 1801. Eh bien, effectivement, on pourra avoir de nouveau une reprise. Donc, essayer en cas de clôture au-dessus, voilà, de la mèche la plus haute, ce qui est le cas actuellement ici, eh bien, d'attendre un repli pour essayer de jouer cette reprise haussière et de se positionner pour aller chercher tout simplement 1830 dans un premier temps, aller 1820, 1830, mais surtout 1850. Si on casse ce niveau dans les jours à venir, eh bien, ce serait plutôt encourageant pour la suite. Car là, on pourrait de nouveau, je pense, repartir de plus belle pour aller chercher les niveaux clés, les prochains niveaux clés. Donc voilà un peu comment je vois les choses maintenant sur le gold, mais j'attends surtout la clôture de ce soir pour savoir si l'initiative en Europe va être confirmée cet après-midi par les investisseurs américains. Le Brent, c'est haussier toujours, c'est impressionnant, mais ça reste haussier. Rien à ajouter de plus. Alors oui, on est venu chercher l'oblique, maintenant on est pile poil sur l'oblique. C'est un niveau que je surveillais, ça c'est sûr. Mais en l'absence d'un signal de retournement, très compliqué de se mettre en face d'un tel flux haussier. Donc là, effectivement, on est pile poil sur l'oblique. On la travaille, on a tenté de s'extraire au-dessus, mais voilà, on est sur un niveau clé en hebdomadaire. Et pour autant, en daily, j'observe j'observe absolument, oui, je vois absolument pas de chandelier de retournement, de signal baissier, bien au contraire. Une Tenkan qui continue de soutenir les prix, on est en train de break l'oblique. Et je me dis que parti comme ça, finalement, on va aller chercher l'objectif théorique du triangle à 80. Voilà. Des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, ça consolide, ça break, ça sort par le haut. Bon, je me mettrai pas en face d'un tel flux, en tout cas pas maintenant. On est sur une belle zone. Attendons de voir aussi les décisions finales avec l'OPEP, car effectivement c'est aussi un peu dopé le pétrole là récemment. Mais je ne passer à l'achat, je trouve que la hausse est très clairement limitée. Passer à l'achat ici, oui, et les prises de bénéfices qui ont été faites derrière avec la sortie de triangle, bon, bah, c'était très bien. Logiquement, il y a eu une prise de bénéfice finale, un TP final ici. Pourquoi pas garder un petit reliquat en se disant, tiens, toujours possible d'aller chercher l'objectif théorique du triangle. Mais là, j'estime maintenant que la hausse est limitée, en tout cas, mais que vendre n'est pas judicieux car c'est beaucoup trop tôt. Et si on va sur le light, effectivement, j'observe ma zone mensuelle que j'ai évoquée avec vous la semaine dernière. Voilà, on est, j'ai un peu d'Ishimoku. Voilà, on est sur la zone. On est sur la zone mensuelle. Donc effectivement, on a une zone de polarité ici autour des 76, on va dire 77, 77, 78.
une belle zone mensuelle d'environ 1 $. Et pareil, oui, je m'attends à un repli au moins sur cette zone, car si on la break du premier coup, ce serait vraiment un signal très puissant et de force venant des acheteurs. Et là, on pourrait aller chercher très haut. On pourrait très bien monter la prochaine zone en direction des 84. Donc oui, effectivement, je m'attends à un repli sur une zone mensuelle de prix, après quand même plusieurs semaines de hausse sans aucun repli. Donc là, c'est vraiment la zone mensuelle. Donc, on l'a identifié. Maintenant qu'on est dessus, j'attends un signal technique baissier. On la voit aussi bien en hebdomadaire, on est vraiment sur une très très belle zone. Mais en hebdomadaire, on enchaîne les semaines de hausse. On est venu un peu la titiller là ce matin. Mais si je même bascule en données journalières, pour l'instant, j'ai rien. J'ai rien. Donc j'attends toujours un peu. Voilà, j'aimerais bien qu'on monte un peu plus haut. Là, on est venu taper le bas de la zone, mais toujours un peu tôt. Il va peut-être falloir s'y prendre à plusieurs reprises, plusieurs fois. Mais là, c'est la zone que je vise, que j'attendais. Maintenant, l'objectif, vous voyez, par contre, du triangle sur le light a été atteint. Donc objectif majeur. Et comme je vous le disais juste avant, pour moi, la hausse est limitée maintenant. Enfin, on est sur des niveaux clés trop importants, que ce soit l'oblique baissière sur le Brent, que ce soit la zone mensuelle ici, l'objectif majeur qui a été atteint via cette sortie de triangle. Donc maintenant, très clairement, voilà, le potentiel haussier a été fait. On est passé de 66 $, on a pris 10 $ en seulement à peine un mois. Bon, allez, un peu plus d'un mois, mais bon, c'est quand même énorme. Donc, j'estime que les vendeurs pourraient sortir du bois et tenter d'amorcer au moins un repli pour revenir sur les 71,50. Et encore une fois, j'ai besoin d'un signal et là, bon, c'est un peu limite. Ça reste encore un peu limite. On serait quasiment sur un support intermédiaire. Donc, à surveiller, surtout avec les nouvelles négociations qu'on est censé avoir cet après-midi avec l'OPEP, si je ne me trompe pas. Mais voilà, voilà le plan en tout cas sur le Brent et sur le WTI. Ce serait une réaction des vendeurs dans cette zone et essayer de se positionner avec un stop loss juste au-dessus de la zone pour viser 74,70 et pourquoi pas 71,50. Mais derrière, effectivement, si on a une bougie fluide qu'on break ce niveau, là, autant vous dire que ce serait, comme je vous le disais, un puissant signal haussier un puissant signal de poursuite de la hausse. Pour terminer, le Bitcoin. Qui fait du surplace en fait. On n'a pas eu de. La bougie hebdomadaire n'a pas donné beaucoup d'indications. Une clôture sur un doji, très bien. Une moyenne mobile 50 qui continue à monter doucement, à revenir près des prix. Bon, elle était au niveau des 30 000 la première fois. Bon, elle se rapproche de la deuxième zone des 33 850. Mais on est toujours au même stade sur le BTC. Finalement, il ne se passe pas grand-chose. Pas très intéressant depuis plusieurs séances, depuis plusieurs jours. Maintenant, on est dans un micro-range ici. Bon, je regarde plus trop le BTC. C'est pas très intéressant ce qu'il nous fait, tout simplement. Il offre pas d'opportunité. Voilà. Donc, j'aime bien aller là où se passe l'action. On a eu de l'action sur du pétrole. On pourrait de nouveau en avoir dans pas longtemps. Là, le BTC, on a eu de l'action fin juin ici sur la zone, mais depuis, c'est assez léthargique en fait. Donc, encore une fois, j'attends soit qu'on casse la MM50, alors là, effectivement, ce serait intéressant, soit qu'on retourne sur la borne basse du range. Mais là, tant qu'on est ici, c'est plutôt les portes de salaud, on en enfonce un peu, puis finalement ça repart, puis finalement non, ça prend pas. Ce double creux qui est compliqué pour les acheteurs. Ils ne parviennent pas non plus à reprendre suffisamment de hauteur pour aller rallier la borne haute.
Je reste quand même toujours dans mon scénario de reprise haussière en forme de U et de phase d'accumulation, comme toujours. Là-dessus, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, mais je préférais qu'on retourne sur des zones clés sur le BTC. Voilà, proche de la MM50 hebdomadaire, qui est maintenant vers les 31 550, je crois, donc par ici. Pourquoi pas avec excès sur les 30 000, ou soit un retour sur les 40 800. Mais là, en données 4 heures, il y a des cryptos, il se passe un peu plus d'action, hein. Je pense à l'Ethereum quand même, où là, on avait de belles opportunités. Mais sinon, sur le BTC, c'est léthargique, hein. Depuis maintenant fin juin. Oui, c'est léthargique. Donc, passez votre chemin, allez sur d'autres classes d'actifs plus intéressantes, si vous voulez trader les cryptos, dont l'Ethereum, si on la regarde assez rapidement quand même. ETH, USD. On avait un double creux, on avait une belle bougie. Voilà. Ici, vous voyez, fin juin, on a eu le double creux. Hop, l'objectif a été atteint. Bon, derrière, j'avais aussi bien aimé voilà, ce fameux double creux avec une étoile du matin. Donc, signal technique de retournement sur une belle zone de polarité, encore une fois, les 1960. Objectif majeur atteint. Donc, on a un BTC qui, lui, range. Là, on a quand même une belle reprise haussière. Derrière, on pourrait avoir un deuxième range, finalement, comme juste ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, objectif majeur atteint. On est sur la M50. Si ça casse, direction 2545 et 2900. Retour sur la bande haute du range. Et derrière, si on casse, ça ferait un très beau W et encore une fois, une reprise un peu en U sur les cryptos. Mais sur le BTC, bon, passez votre chemin tant qu'on ne retourne pas sur leur niveau clé et essayez de vous concentrer sur d'autres cryptos qui offrent un peu plus d'action. Il y a du flux et c'était le cas sur l'Ethereum. Maintenant, depuis fin juin, en tout cas, on a une reprise haussière alors que sur le BTC, c'est plutôt léthargique. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur la planète finance.